Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Flavien, la présentation pour le débrief non pas de la première, non de la deuxième, mais bien de la troisième victoire consécutive du Paris Basketball en championnat contre le Portel cette fois-ci. Et oui, le Paris Basketball, c'est même 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, si on compte l'Eurocup dans ce décompte. Pour m'accompagner aujourd'hui, c'est Antoine qui forme le duo avec moi sur ce podcast. Salut Antoine. Salut Flavien, dis donc, on s'arrête plus là? On s'arrête plus, Lilian. Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu Lilian. On espère qu'il va revenir bientôt. Mais en tout cas, un grand plaisir de vous retrouver encore une fois pour un podcast de débrief et surtout encore une victoire. Et oui, c'est pas arrivé souvent depuis le début de saison. Ça commence petit à petit à venir et on est ravis de cela. Comme je vous le disais, victoire du Paris Basketball. On va faire un peu globalement le pouls du match. Paris qui s'est imposé 85-77. Gros début de match des Parisiens, qui a vu ensuite le Portel revenir en deuxième mi-temps, mais qui a su faire le travail pour boucler pour aller chercher la victoire. C'était une victoire nécessaire, c'est une victoire au vu du calendrier qui va arriver, qui était limite obligatoire à aller chercher pour Paris. Antoine, très globalement, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre côté Paris? Très globalement, alors, une très bonne entame parisienne, ajoutant à cela, une très mauvaise entame, du Portel. Paris est très bien rentré dans son match, agressivité, système, rapidité, jouer vraiment sur les faiblesses de l'adversaire et l'adversaire qui n'arrive pas à justement, se retrouver, se remettre en question et à trouver les bons ajustements pour répondre à Paris. Un vrai collectif, notamment un vrai 5 majeur, on en parlera. Une bonne première mi-temps au final, même si Paris, s'acharne un peu tôt à 3 points, ça rentre pas tellement. Heu, Paris arrive à trouver des solutions, par d'autres biais, notamment à l'intérieur. C'est une belle satisfaction, notamment cette première mi-temps. La deuxième est un peu plus compliquée. Encore une fois, Paris, retombe dans ses travers. C'est là où voilà, où on peut pas dire que c'est une victoire parfaite puisque Paris va perdre le troisième quart-temps 21-24. Mais au-delà de ça, on retombe dans ces mauvais côtés où Paris va se précipiter, défendre de manière un petit peu, on va dire, brouillonne et laisser le Portel revenir. Enfin, surtout, pour être tout à fait honnête, deux joueurs revenir, Benoît Mangin et Nadir Riffi, qui ont été vraiment les deux seuls joueurs de cette équipe du Portel à avoir vraiment su porter, sans mauvais jeu de mots, cette jeune équipe nordiste. Pardon. Et au final, un Paris qui hausse le ton. On reviendra sur les facteurs X et comment, mais par son collectif, pour le coup, on en parlait déjà la dernière fois. Et c'est très agréable. On disait que contre Rouen, on commençait à avoir de plus en plus de séquences collectives. Et encore une fois, le Paris Basketball a su, par son jeu d'équipe, sortir d'un match où ça aurait encore pu finir mal. J'ai envie de rebondir sur deux choses que tu as citées. L'agressivité, notamment à l'intérieur, et le 5 majeur qui a été bon. Alors, on va plutôt en parler plus tard, mais je voulais rebondir notamment sur les Français qui ont été excellents. Vous l'avez vu dans le titre. Les, les 4 Français que sont Ismaël Kamagaté, Jeanne Béguin, Axel Toupane et Gauthier Denis ont inscrit 63 points des 85 de l'équipe. Donc, c'est grosse perf pour ces 4 joueurs. Je demandais plutôt de parler d'Axel et de Jeanne, vu qu'on va détailler un peu plus Gauthier et Ismaël plus tard, mais euh, on a vu un noyau dur français pour le coup, vraiment excellent et qui a supporté le Paris Basketball vers un nouveau succès. C'est l'effet Coupe du Monde, tout ça. Non. Non, il fallait en placer une quand même pour nos bleus. Non, voilà, exactement, tout à fait raison. Nos Français sur le parquet ont été vraiment très bons. Une grosse satisfaction pour Juan Bégarin, d'abord en début de match. Vraiment, l'entame de Juan est absolument parfaite. Très douloureuse pour les joueurs du Portel. En pénétration, il est vraiment intenable. Il trouve très bien Ismaël Kamagaté dans la raquette. C'est une performance vraiment remplie. Il obtient ses lancers, il les rentre pas. C'est toujours un gros souci pour Juan qui provoque beaucoup de fautes à l'intérieur. Et il est à 3 sur 8 au tir. C'est dommage parce qu'en pénétration, il est à 7 sur 9 notamment. À 3 points, ça rentre pas, mais voilà. Un match complet, du rebond, des passes, il arrive à trouver ses coéquipiers ouverts. Vraiment très très belle performance de Juan qui a fait très 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 mal à la défense, au secteur intérieur pardon du Portel, mais en général le secteur intérieur du Portel a bien galéré. Et tu me demandais pour Toupane, Toupane pareil, autant on a souvent eu du mal avec certains de ces matchs, il faut le dire. Et comme on dit souvent, il faut aussi rendre hommage
quand les matchs sont bons et pour le coup, il a fait un bon match, que ce soit au scoring à 18 points avec une sélection de tirs qui est vraiment pour le coup bonne et des tirs qui rentrent et à l'instar de Johan Bégarin, Axel Toupane qui a provoqué beaucoup de fautes a rentré ses lancers, du moins 7 sur 10. Il a été extrêmement pénible pour les extérieurs du Portel, puisqu'il a quand même obtenu 2 fois des N1 sur des tirs à 3 points. Donc, en gros, il a été amené sur la ligne et avoir 3 lancers. Bon, il les a pas tous mis, mais c'est quand même quelque chose qui a vraiment apporté de la versatilité à l'attaque parisienne. Et encore une fois, au rebond très présent, assez efficace pour couper des lignes de passe, ce qui est quelque chose qu'il fait bien. Et puis la passe, ben, il arrive à trouver son coéquipier quand il est ouvert. Donc il y a une vraie vision de jeu, une vraie performance collective de ces deux joueurs qui se sont assez complétés, je trouve. Tu en as parlé et je sais que justement l'entraîneur du Portel on a aussi parlé en conférence de presse. Je pense qu'il faut pas l'éluder non plus, c'est le nombre de lancers francs de chaque côté, ou même plutôt l'arbitrage, on peut en dire un petit mot, sans aller trop loin dans ce que dans l'analyse et dans ce qu'on a pu entendre notamment de l'entraîneur portellois Eric Girard. 30 lancers francs pour le Paris Basketball, seulement 6 pour le Portel. Je crois que le premier est autour de la 32e minute, donc dans le quatrième quart-temps. Est-ce que pour toi ça a fait la différence ou est-ce que le Portel perd peut-être pas ou Paris gagne son match avec sa première mi-temps ou du moins son premier quart-temps? On en parlait en off, c'est trop sans manquer de respect à Eric Girard, hein, pas du tout, mais c'est assez hypocrite de dire que ce match se perd là-dessus. Enfin, ça serait hypocrite de dire ça. Oui, il y a eu des coups de sifflet assez particuliers. Mais le Portel aurait peut-être pu avoir plus de lancers francs aussi. Paris en a encore une fois perdu, ils sont en 19 sur 30. Mais au-delà de ça, ce serait trop réducteur. Le Portel a été moins bon que Paris ce soir, il faut le reconnaître. C'est une équipe qui vraiment qui collectivement n'a pas été au rendez-vous, comme ont pu l'être d'autres équipes face à Paris. C'est une équipe qui paraît un peu faible et sur ce match, ça s'est vu. Le début de match parisien est très bon parce que aussi le début de match du Portel est très mauvais. On voit vraiment une équipe nordiste qui n'arrive pas à comprendre les systèmes, qui parfois même certains joueurs qui se demandent qui défend tel joueur. À l'intérieur, ça a été une boucherie, que ce soit en début de match ou un petit peu après. Des points sur seconde chance en début de match, il y en a eu beaucoup pour Paris. Donc il n'y a pas eu que cet aspect lancer franc, puisque Paris laisse encore beaucoup de lancers sur ce match, ce qui aurait pu leur coûter la victoire. Après, il me semble qu'Éric Gérard en conf de presse le dit, il n'était pas extrêmement confiant sur cette rencontre au vu voilà, de son début de match et de toute la physionomie. Donc non, les lancers, c'est vrai que c'est beaucoup pour Paris, peu pour le Portel. C'est dommageable, mais c'est comme ça c'est pas un facteur extrêmement X de la victoire parisienne comme de la défaite du Portel. Moi, je te rejoins un peu à 100%, donc on va pas aller plus loin dans ce débat-là. Je te propose qu'on passe sur l'aspect tactique de cette partie, et on a choisi de vous parler justement du banc parisien et justement et du 5 majeur, ça va avec. Euh, le banc qui a été très peu utilisé, alors pas forcément en termes de minutes, mais qui a été très peu utilisé euh, pour être en tout cas en fin de chaîne et pour aller inscrire des points. À la mi-temps, aucun remplaçant du Paris Basketball n'avait inscrit de panier. Je crois que c'est Gauthier Denis qui allume la mèche. 14 points seulement viennent du banc, 11 de Gauthier Denis avec des tirs à 3 points. Je pense que ça a été un des facteurs X en fin de match. Pour moi, le banc a été crucial sur la fin de partie, mais j'ai trouvé que le 5 majeur en fait n'a pas laissé la place aux quelques remplaçants qui ont eu du temps de jeu ce soir. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord avec toi. Le 5 majeur a été très prépondérant dans le scoring, dans la victoire du Paris Basketball. Même si Kyle Holman, pour le coup, je le cite puisqu'il en fait partie, a été moins massif au scoring que d'habitude. C'est qu'on a eu deux joueurs parmi ceux qu'on a cités un petit peu avant dans le 5 majeur qui ont été assez présents, voire très présents. Je peux même en citer trois, c'est Axel Toupane, Ismaël Kamagaté et Juan Bégarin au scoring qui ont énormément apporté. Donc quand des joueurs apportent comme ça, tu les utilises encore plus. Après, tu l'as très bien cité, c'est vrai que Gauthier Denis, il a eu cette capacité à réveiller le banc, limite son banc parisien. Parce qu'Amar Gegic a été un peu plus effacé dans cette rencontre, notamment au scoring. Et même de base, il a eu un rôle un peu différent, on l'a vu remonter la balle, tout ça. Donc vraiment, voilà, au scoring, oui, il n'y a que Gauthier Denis qui a su apporter, et à des bons moments, encore une fois, de par sa capacité de shooter, comme ça a été le cas la semaine dernière aussi dans les matchs précédents.
C'est Dustin Sleva, bon, pour finir un petit peu citer ce banc, n'a pas fait le match de l'année, notamment offensivement. J'arriverai pas à décrire comment, en fait, comment ce banc n'a pas réussi à apporter, à insuffler quand le 5 majeur y arrivait autant. C'est-à-dire que le 5 majeur déroulait bien et le banc n'y arrivait pas. Et après, ça s'est un petit peu inversé. Enfin, que par l'intermédiaire de Gauthier Denis. Donc, Oui, bah, ça s'est inversé. Et même, tu parles d'Amargic, il met un 3 super important en fin de partie. oui, c'est vrai. Je crois que pour un peu globalement éteindre les espoirs du Portel, mais c'est vrai que cette révolte du banc, entre guillemets, on l'a senti très tardive. Et je pense que Paris a mis le ballon dans les mains des joueurs chauds, en fait. Même si le banc, au final, je regarde le banc, ils ont eu que 10 tirs sur les 59 pris par le Paris Basketball. Et avec ces 10 tirs, ils ont mis déjà la moitié des tirs à 3 points de l'équipe. En en tentant, je crois, 6. Il y a eu 8 sur 22 à 3 points côté Paris, ce qui est, on va dire, une adresse correcte pour une équipe. Donc là, une adresse globale, c'était 36%, c'est plutôt correct. Mais le banc a apporté sur des coups de chaud qui ont été extrêmement nécessaires au Paris Basketball. Dans un moment où on voit le Portel grappiller des points, ça revient à -3. Paris a eu très très chaud. Il s'en sort, et je trouve que le banc, justement, a apporté cette dimension en fin de partie pour euh, clôturer, mettre le couvercle sur la victoire, au moment où un peu les cadres commençaient à baisser un peu de régime. On l'a vu, Amir Sims, moi c'est Amir Sims notamment que j'ai trouvé un peu faiblard sur la fin de partie, où j'ai trouvé plutôt bien tout le long, mais petit à petit ça s'est dégradé jusqu'à cette fin de partie où il est pas à son aise et c'était pas bien foufou. Je te propose qu'on passe sur le joueur du match et quel joueur, parce que je pense qu'on pouvait pas forcément mettre un autre joueur que celui-ci. On va forcément parler d'Ismaël Kamagaté. Alors, on va faire un tableau très simple: 17 points, 9 rebonds, 3 contre, 2 passes, 27 d'évaluation. En conférence de presse, c'est Eric Girard qui dit on a eu peur d'Ismaël Kamagaté, on n'a pas eu d'impact suffisant contre lui et contre la raquette de Paris. Moi, j'ai trouvé que c'est l'un des matchs d'Ismaël Kamagaté où il a le plus dominé ses adversaires depuis que je le vois jouer. Donc ça commence à faire un bon nombre de matchs, enfin au moins 110 matchs. Donc c'est plutôt impressionné. Peut-être que aussi que l'adversité n'était pas au niveau demandé par la raquette parisienne, ce qui, on va dire, est plutôt rare vu bah voilà, tous les soucis qu'on a cessé de montrer depuis le début de saison. Antoine, parle-moi un petit peu de son match à Ismaël. On a l'impression qu'il a tout fait bien, en fait. il a tout fait bien. Il a même, en fait, c'est toute sa gamme en fait qu'on a vu ce soir d'Ismaël Kamagaté. Alors déjà, le alley-oop Bégarin ou Holman Kamagaté a été très sollicité, notamment en début de rencontre. Et comme tu as dit, ouais, Eric Girard, il y a eu, a admis que ces joueurs l'avaient un peu craint, il avait même trop respecté. Et je sens que ça s'est ressenti. On a eu un Ismaël Kamagaté qui était aussi assez revanchard, hein, il l'a dit en conférence de presse, des deux rencontres de l'année dernière contre le Portel, qui s'étaient soldées par des défaites parisiennes. Comme tu l'as dit, on l'a rarement vu aussi dominant à l'intérieur, aussi confiant aussi dans la capacité à enfoncer son vis-à-vis. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est quelque chose qu'on voit rarement chez lui. On a l'impression que parfois il ose pas y aller charger son adversaire dans la raquette. Et pour le coup, ce soir, il y a vraiment été, il y a été avec plutôt grand plaisir. Provoquant des fautes en plus et mettant quand même ses lancers derrière. Il a 5 sur 7 au lancer. J'ai trouvé vraiment la gamme complète d'Ismaël Kamagaté. Et encore une fois, extrêmement dissuasif, protecteur du rebond. De toute façon, en face, ils osaient même plus y aller. En fait, c'est que là, à ce niveau-là, c'est même plus de la dissuasion. C'est que les joueurs n'y vont plus en face totalement. Il y a que Benoît Mangin qui va un moment et qui se prend un énorme contre. Mais ça a été vraiment la prestation globale du début à la fin a amené au fait qu'Ismaël était vraiment tout seul sur le parquet, vraiment à l'intérieur, j'ai trouvé. Et je sais pas ce que tu en penses sur le côté capacité à enfoncer son vis-à-vis. On l'a vu plusieurs fois ce soir, ce qu'on voit rarement. Ah, je sais pas, je trouve que c'est pas ce qui m'a marqué le plus. C'était plus dans le côté, entre guillemets, anéantir son adversaire. Je sais pas, moi sur l'enfoncement du pivot adverse, t'avais quand même un peu de viande avec
avec Nikolic déjà, avec Nzekwezi, j'espère que je le prononce bien, qui ont passé une sale soirée quand même si je n'ai pas trouvé qu'ils ont été enfoncés, mais ils ont passé une sale soirée parce que euh, donc Emmanuel Nzekwezi, il finit à 4 sur 11, c'est celui qui ça en est le mieux sorti parce qu'il prend des shoots mi-distance pour justement s'éviter d'aller dans la raquette. Et de l'autre côté, Zoran Nikolic, il est à 0 sur 6. Il prend 6 rebonds offensifs, il rate un dunk. Il a été complètement sous l'eau, on va dire, noyé par Ismaël Kamagaté. Et c'est d'autant plus rassurant une performance pareille, je trouve, pour Ismaël, parce que c'est comment dire, c'est récurrent qu'on en parle, mais Paris n'a plus son deuxième 4-5 avec Evans. Et donc, bah, encore une fois, il est nécessaire d'avoir un pivot de ce niveau-là pour Paris, vu le style de jeu, pour espérer exister. Et là, honnêtement, c'est pas une belle victoire du Paris Basketball. Je trouve que c'est quand même quasiment sa victoire à lui ce soir, tellement l'aspect défensif, ils ont bien géré. Et bah, il est trop propre offensivement. Il a trouvé des super passes. Il en fait deux qui sont pour le pivot avec les mains qu'il a plutôt difficile à réaliser. Pose d'écran parfaite. Il est assis sur cette tir. Moi, j'ai trouvé vraiment sa partie une partition parfaite. Voilà, tout simplement pour boucler sur Ismaël. Il y a un autre joueur qu'on n'a pas vu et qu'on ne voit pas depuis plusieurs semaines, Antoine. Je voulais qu'on finisse un petit mot là-dessus. C'est Tyrone Wallace. Tyrone Wallace, donc, qui est absent pour un doigt, enfin, pour une blessure au majeur. Alors, je n'ai pas bien compris la blessure, sauf si toi, t'as compris ce que Will Weaver a essayé d'expliquer. Bah, qu'est-ce qu'il a et surtout, est-ce qu'on va le revoir à Paris? J'ai pas su extrêmement pas compris exactement, la blessure exacte, mais voilà, ouais, ce que tu as dit, c'est une blessure au majeur qu'ils ont essayé de traiter par différents moyens. Puisqu'au final, comme l'a dit Will Weaver, l'aspect de joueur physique qui est Tyrone Wallace fait que ben, ça devenait limite injouable pour lui. Et du coup, la décision a été prise qu'il aille faire sa rééducation, ou disons plutôt prendre ses soins en Californie, aux États-Unis, donc retour au pays pour Tyrone Wallace. C'est une décision qui se respecte, le club fait ce qu'il veut avec ses joueurs, mais qui, d'un point de vue extérieur, est un petit peu. On peut se poser la question de pourquoi ne reste-t-il pas avec le groupe, comme Amir Sims est resté avec le groupe quand il a été blessé. Et d'autant plus que je pense que là, pour le coup, c'est peut-être du mauvais esprit de ma part, mais que pourquoi le laisser partir aux États-Unis, là où je pense qu'il aurait pu être traité, après je suis pas médecin, mais il aurait pu être traité à Paris et rester dans ce groupe-là, dans ce noyau, comme Amir Sims justement quand il était blessé, on a vu un mec qui était vraiment impliqué et ça a fait du bien et ça fait du bien à voir. Là pour le coup, ben, c'est un peu fantomatique et c'est assez dommage. Voilà, on n'a pas de timeline non plus d'un retour possible hein, pour Tyrone Wallace. Il n'y a pas de news en tout cas sur un retour. Euh, Non, aucune vraiment, Will Weaver n'a pas évoqué de date ni vraiment de blessure ou de détail de sa rémission. Il donne, il fait confiance aux équipes médicales. Exactement. Prochain match, ce sera mercredi. Oui, c'est déjà mercredi en Eurocup avec la réception d'Hambourg. Paris qui performe toujours en Eurocup et qui espère, en tout cas, continuer sur sa bonne lancée, que ce soit en championnat et en Coupe d'Europe. Et après, ce sera le début du mois de décembre qui va être très chargé avec la réception de Dijon. Ce sera samedi. En championnat, ça va être très dur hein, parce qu'il y aura la réception de Dijon. Il y aura un match contre l'Asvel, il y aura la réception de le Boulogne-le-Valois pour finir avec Nancy et Gravelines Dunkerque en fin d'année. Donc, et puis il y a des matchs d'Eurocup entre temps. Je sais qu'il y a un déplacement en Pologne, à Wrocław et à Londres. Ou peut-être c'est une réception de Wrocław. J'ai plus en tête, mais en tout cas voilà, il y a des gros matchs qui arrivent. Et on n'a pas envie de parler de tournant, mais en tout cas, ce qui est rassurant pour Paris, c'est que avec deux victoires contre Rouen et Le Portel, qui étaient plus ou moins des équipes de leur championnat à ce moment-là, euh, Paris se donne un peu d'air et respire et peut envisager peut-être un mois de décembre difficile, mais pas impossible pour aller chercher, on ne sait pas, peut-être remonter vers le top 8. Avant de vous laisser, je vous rappelle nos réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est @ParisB-8OnAir. Sur Facebook et Instagram, c'est Paris Basketball On Air.
inscrivez-vous aussi et suivez-nous pardon sur nos plateformes de podcast pour recevoir le podcast directement quand il est disponible. On sait qu'on le met un petit peu avant YouTube pour les plateformes d'écoute, donc n'hésitez pas à nous suivre dessus et à nous mettre des notes et des commentaires. On les lit, hein, et on a envie de savoir ce que vous pensez du podcast. Quant à nous, du coup, on va se retrouver ce week-end pour la réception de Dijon pour un autre débrief. Et je vous souhaite une bonne soirée pour nous, parce qu'on vient juste après le match de l'enregistrer. Et à bientôt. Salut!